Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Christine Rovane, santé publique du C3S de la Montagne, et je vous présente ma collaboratrice, et plus que collaboratrice, on va expliquer. Bonjour, je suis Chantal Souligny. Je suis coordonnatrice des soins infirmiers respiratoires au CUSM. Alors, je suis gestionnaire en soins infirmiers, puis également, je suis responsable du site de l'Institut thoracique de Montréal, d'où est la clinique Inspire du programme de cessation tabagique au CUSM. Donc, vous allez mieux comprendre le lien avec la présentation. Merci. Alors, la présentation se compose de 7 diapositives. Une première qui va faire l'historique de notre collaboration. Ensuite, les éléments qui sont les collaborateurs. Ensuite, les éléments de la mise en œuvre, les conditions de succès et finalement, quelques recommandations. Donc, l'histoire un peu de notre collaboration s'établit à la norme 5 où on dit que pour le client, il est important pour la continuité des soins qu'il y ait une continuité de soins et aussi un travail donc de collaboration avec soit un autre institut de santé ou avec des organismes dans la communauté. Alors, comme disait quelqu'un tout à l'heure, je pense que c'était le DG de Pointe-de-l'Île, quand il y a une opportunité, il faut oser la saisir. Alors, c'était en 2011, il y a Marie-France Noël du CUSM qui représentait le CUSM à la table des établissements promoteurs de santé, qui m'appelle et qui me dit « Christine, j'ai reçu du centre de recherche du CUSM une opportunité de financement pour un projet tabac, mais ce sont seulement pour les organisations de première ligne. Veux-tu, toi, appliquer? Puis on travaille ensemble, on se partage les sous. » Pas de problème. Alors, on a décidé de participer ensemble. Donc, on a déposé cette demande pour qu'on puisse être financé pour un projet sur la cessation tabagique. Et ce projet venait de l'Association des infirmières de l'Ontario. C'est un projet pan-canadien. Et cette intervention consistait finalement à former des champions à la cessation tabagique, dont l'intervention brève. Donc, on a travaillé dans nos 2 organisations et nous avons recruté donc 240 personnes. Mais on s'est vite rendu compte que c'était un peu comme lancer une balle dans une salle, si vous voulez, de squash, où ça rebondissait de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés, mais ce n'était pas structurant dans l'entreprise, dans nos 2 organisations. Donc, on a décidé de faire une systématisation de cette pratique clinique préventive qui, de toute façon, est reconnue comme étant très efficace. Donc, on a décidé de travailler en collaboration. Nous croyons beaucoup à ça tous les 2. Ça fait partie de notre vision. Donc, les collaborateurs sont le C3S de la Montagne, le Centre universitaire de santé McGill. Évidemment, on a interpellé la direction de santé publique qui travaillait déjà depuis longtemps sur la cessation tabagique, la Société canadienne du cancer qui a la ligne J'arrête et l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Pourquoi? Peux-tu juste expliquer pourquoi l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa? C'est parce que à travers l'évaluation du projet de l'Association des infirmières de l'Ontario, on avait évalué l'impact de l'enseignement qu'on avait fait auprès d'eux pour devenir des champions. Puis là, ils nous disaient, bien, il n'y a pas de structure, donc comment allons-nous être capables d'acheminer les fumeurs vers les bons services? Et c'est à ce moment-là que nous, à l'Institut thoracique de Montréal, on était très connaissants du modèle d'Ottawa, puis on se cherchait un moyen de comment pouvoir l'implanter. Et l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa sont les auteurs du modèle d'Ottawa en cessation tabagique. C'est un programme qui, justement, aide les hôpitaux à implanter un programme de cessation tabagique de façon systématisée, donc en appliquant le modèle des 3A. Oui. Donc, le modèle des 3A, c'est, en anglais, excusez-moi, ask. Ensuite, c'était, ask. Advise. Oui, ask, advise and arrange. Donc, ask, facile, êtes-vous fumeur? Ensuite, c'était advise, vous devriez arrêter de fumer. Puis ensuite, arrange, c'est où est-ce qu'on envoie les gens. Et on disait souvent la Société canadienne du cancer pour le CH. Ici, le CUSUM. Mais on s'est dit, nous, on a des centres d'abandon du tabac dans les C3S. Ah oui, vous avez ça, et c'est là où la collaboration a commencé à démarrer. Donc, les éléments de la mise en œuvre, c'est une collaboration interorganisationnelle. C'était le modèle d'Ottawa qui est connu, qui a déjà été implanté dans au-delà de 70 organisations de première ligne et de seconde ligne
au Canada. Et il a été évalué et il a démontré un taux de succès semblable aux consultations, mais encore plus élevé de 15 % parce qu'il y a un suivi téléphonique. C'est ça qui en fait sa particularité, mis à part qu'il y a une systématisation. C'est qu'il y a il y a des appels systématiques informatisés auprès des fumeurs qui souhaitent recevoir ces appels pour continuer la motivation. Et quand ils ont besoin d'avoir d'aide supplémentaire, ce qu'ils font, c'est que, pour nous, en tout cas, ça va être la Société canadienne du cancer qui va répondre pour donner de l'aide supplémentaire. Donc, la ligne J'arrête. La ligne J'arrête. Et ceux qui souhaitent aller dans un centre d'abandon du tabac, on leur réfère au centre d'abandon du tabac, mais on leur donne des options. Donc, le Arrange, c'est d'offrir toutes les options qui sont disponibles dans la communauté. Donc, la partie dans la mise en œuvre que je vous dirais qui a été et qui est encore pas tout à fait terminée, c'est les ententes à signer. Il y a des ententes que le CUSUM... Veux-tu expliquer un peu le modèle? Oui, bien, effectivement, ça, c'était une très grosse courbe d'apprentissage. C'est qu'on a dû implanter un nouveau logiciel pour le suivi téléphonique automatisé qu'on va partager à travers plusieurs organisations dans le réseau. Alors là, on a fait face à toute la protection des données des patients, la confidentialité. Et là, on a dû signer des ententes avec, l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Après ça, on est obligé de signer une entente avec le C3S de la Montagne et la Société canadienne de cancer, la ligne J'arrête. Tout ça pour les données des patients, puis aussi des données anonymes aussi, même qui se partagent dans le programme. Ça demande des ententes et là, on a dû collaborer avec le comité d'éthique de nos institutions et aussi nos avocats. Et bon, ça, c'était un processus assez... Long et ardu. Long et ardu, mais on y est arrivé. Presque. Donc, il nous reste une petite dernière à signer. Petite. Donc, la façon dont, pour cette mise en œuvre, on avait un comité directeur dont le mandat, dans le comité directeur, c'était tous les partenaires, mais qui étaient plus au niveau stratégique. Le comité de coordination, ce sont plus les gens qui sont dans l'implantation. Et finalement, le comité scientifique qui surveille toutes les nouvelles pratiques avec toutes les nouvelles façons pour aider les fumeurs à cesser de fumer. Le Ziban, la cigarette électronique. Donc, c'est vraiment plus scientifique. Ensuite, on a aussi accès par Ottawa à une formation en ligne pour nos cliniciens parce que nous voulons former tous nos cliniciens à cette pratique-là pour que ça soit fait de façon systématique. Et, je peux rajouter quelque chose? Juste pour la formation en ligne, ce qui a été aussi ardu, puis un autre embûche d'apprentissage, c'est que les infirmières, maintenant, elles doivent avoir des crédits de formation pour renouveler leur licence de pratique. Et pour nos infirmières, c'est très important aujourd'hui. Elles font le choix des formations qu'elles veulent. Donc, pour nous, c'était bien important qu'elles reçoivent des crédits. Alors, ça nous a pris encore un autre 3 mois pour finaliser ça avec l'Ordre. Mais on y est arrivé. Mais c'est une formation en ligne qui a été faite par l'Institut de cardiologie de l'Université de Montréal, d'Ottawa. Donc, ça a été quand même un très beau boulot de déjà fait. Mais c'était de l'implanter puis de pouvoir donner des crédits à nos infirmières du Québec. C'est ça, ce qui a été obtenu. Oui. Et puis, certains au C3S, ça a été mis aussi dans notre plan de formation. Donc, on assure que c'est accepté aussi, c'est compris et accepté par les départements des soins infirmiers qui l'ont mis dans leur plan de formation. Et évidemment, le fait de s'associer à Ottawa, il y a toute l'évaluation, tant de l'implantation que des effets qu'on aura. Donc, ça, c'est un soutien énorme. Alors, les conditions de succès, bien, la première chose que je peux vous dire, c'est le modèle d'Ottawa. Le modèle d'Ottawa, c'est un modèle qui a fait ses preuves à travers le Canada. C'est énormément de données probantes sur la systématisation de l'approche auprès des fumeurs, tant en milieu hospitalier que dans la communauté. Alors, et aussi le modèle d'Ottawa a reçu la mention de pratique Leading Practice de l'Agrément Canada.
Alors ça, c'était pour nous très gagnant. Et aussi, il est très structuré. Donc, ils ont un plan d'implantation, là, c'est très structuré. Donc, ça aide beaucoup les gestionnaires, les administrateurs, les membres à se structurer, les comités de coordination, quelles ressources qu'on devrait mettre, quelles étapes faire, toutes les phases d'implantation, c'est déjà tout structuré. Donc, c'est très aidant. Vision commune. Au CUSM puis au C3S de la Montagne, la ligne J'arrête, la Direction de santé publique, tous nos partenaires, on avait besoin ensemble de se comprendre sur comment appliquer le modèle d'Ottawa dans nos contextes ici à Montréal. Donc, j'ai fallu que je le réécris pour vous le dire. Mais la vision commune, ce qui est important, c'était de comprendre que le modèle d'Ottawa, donc l'approche des 3A, ce sont des interventions efficaces, qu'il faut avoir une approche intensifiée pour les fumeurs endurcis qui existent beaucoup dans nos hôpitaux, que le suivi téléphonique est efficace et que le modèle régional, ça serait peut-être un modèle intéressant pour intégrer nos services déjà existants en première ligne avec les services de troisième ligne, donc les services spécialisés de notre clinique du Dr Rastigui à l'ITM. Et aussi, j'en avais marqué une autre. Bon, ça, OK. Il en reste 2 minutes. OK. Ensuite de ça, le leadership, la direction générale. Alors, nous, là, le HPH, à notre niveau, on n'a pas encore une politique ferme, donc c'est vraiment une émergence. Alors, il a fallu faire énormément de rencontres au niveau du comité de direction de l'hôpital, mais on a eu leur soutien. Mais c'est à nous d'aller chercher notre financement. Alors, on s'est mis tous ensemble, médecins, administrateurs et cliniciens, et on a approché différentes fondations. Donc, la Fondation d'Institut thoracique de Montréal a acheté le programme TELASC. La Fondation de l'Hôpital Royal-Victoria et la Santé publique nous ont aidés à financer le salaire du coordinateur. Fait que ça, c'était une condition de succès pour l'appliquer. Et tout l'aspect évaluatif aussi du modèle d'Ottawa qui est déjà intégré dans le système TELASC. Donc, on va pouvoir avoir des mesures de processus, des indicateurs de processus et des indicateurs aussi cliniques de résultats. Donc, le taux de cessation de tabagisme chez notre clientèle à 6 mois. Et le leadership collaboratif. Nous autres, on a passé énormément de temps sur la collaboration entre les partenaires, à apprendre à se connaître, à se rencontrer face à face et aussi à se dire qu'on va se mettre des objectifs consensuels. Donc, les objectifs qu'on se met, ce sont des objectifs où ce sont tous nous, ensemble, qu'on a pris les décisions. Et je pense que j'ai fait pas mal de tour. Tu peux finir avec les recommandations, peut-être? Alors, la priorité organisationnelle, je pense que vous l'avez entendu toute la journée. Ça, c'est notre grand défi. Et on a naturellement, c'est partout comme ça dans les organisations, il y a des fumeurs à la direction générale. Enfin, vous pouvez vous imaginer qu'essayer de rendre ce dossier-là en priorité dans un hôpital tertiaire avec toutes ces crises, avec les transformations qu'on subit au CESM, bien pas qu'on subit, on est content de les subir, là, mais CESM est en grande transformation. C'est tout un défi. Et aussi, priorité organisationnelle, quand vous l'avez mentionné, c'est que ça devienne aussi une priorité au niveau de la qualité-performance. Donc, on va s'assurer que le tabagisme est sur le dashboard du CESM. N'est-ce pas, Charles? Oui. All right. Et le plus important, vous l'avez mentionné aussi dans plusieurs de vos présentations, c'est... Ah, mais c'est gestion de projet. OK, excusez-moi. C'est d'avoir du plaisir. Alors, ça, c'est toute l'équipe C3S de la Montagne, CUSM, qui, à tous les années, on va à la conférence scientifique nationale à Ottawa pour aller chercher les nouvelles évidences, partager nos expériences, puis on a toujours beaucoup de fun. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait de la peine de faire disparaître cette photo-là, surtout pour les oreilles à poids. Voilà.
Bonjour tout le monde. Donc, dernière présentation. On va faire ça avec un début de vidéo. Juste avant d'aller plus loin, moi, je voudrais vous dire que je présente aujourd'hui dans la norme 5, mais c'est d'abord un projet mobilisateur qui a eu lieu dans le cadre d'une mobilisation du personnel du CSSS Pierre de Sorel. Donc, c'est un défi qu'on a lancé à nos employés de courir le 5 km du Festival de la Giblotte, parce que là, je vous parle de Sorel-Tracy. Donc, on a un événement qui existe, qui est courir un 5 km, un événement qui existait déjà. Puis, il y a 5 ans, on a demandé à nos employés de se mobiliser, de s'entraîner durant 12 semaines pour en venir à courir un 5 ou marcher un 5 km en juillet. Et on est un CSSS de 1500 personnes. À l'année 1, on avait déjà 80 membres du personnel sur la ligne de départ, un événement qui regroupait à peu près 300 coureurs. Donc, on s'est fait appeler la vague bleue dès la première année. Je vous montre la vidéo pour la suite. Juste ma petite souris. Ah, elle est ici. Pierre de Sorel est un promoteur de santé. Plus de 180 de ses employés se sont inscrits au défi de la Giblotte. Ainsi, le C3S a lancé un défi aux entreprises de la région de Sorel-Tracy en les invitant à se joindre au mouvement. Alors, si vous décrivez un peu, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le défi Giblotte, c'est une course de 5 km qui revient année après année. On parle de 1000 à 1200 coureurs qui seront du rendez-vous et peut-être plus. Pour le défi personnel, c'est sûr qu'en même temps, c'est bien aussi l'effet de groupe. On a une appartenance avec le C3S, de bien promouvoir la santé ici un peu partout là, dans la région. On a des entraînements de groupe qui ont été faits là, un peu à chaque semaine, puis on peut faire des entraînements aussi là, avec des partenaires ou des collègues là, de travail. Chronique sur la nutrition, comment s'entraîner, comment s'étirer, des échauffements. Bien, moi, personnellement, quand je m'entraîne, après ça, je me sens bien, je me sens légère, je me sens en forme. Je te dirais qu'avec le défi Giblotte, quand on propose aux entreprises un plan d'entraînement de 3 mois, des entraînements collectifs, des conférences en nutrition, ça fait que les gens d'une entreprise se mobilisent ensemble, mais pour autre chose que le travail, pour la santé, ils se donnent des petits défis entre eux autres. Donc, ça fait rassembleur comme mouvement autour de la santé. Je suis avec Dominique Carpin qui a donné le départ pour les enfants, mais là, de courir le 5 km. Comment tu te sens? Écoute, je me sens tellement bien parce que je pense que j'ai battu mon record du 5 km. Tu viens de la région. Est-ce que tu es fier de voir 1500 coureurs dans le centre-ville de Sorel-Tracy? Tellement, là. Surtout quand tu connais la progression que l'événement a connue avec les ans. C'est un des plus tripants parce qu'il y a du monde tout le long du trajet qui t'encourage. C'est un beau circuit, c'est un circuit urbain. Vraiment, ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de gens. Moi-même, l'année prochaine, c'est sûr que je... Donc, c'était notre défi. Moi, ce que je veux ajouter par rapport à ça, donc l'année 1, on a invité seulement nos employés, 80 sur la ligne de départ. On était déjà très fiers de ça. Puis, à l'année 2, on s'est dit comment bonifier la chose parce qu'on s'est fait vraiment appeler la vague bleue.
Puis c'est un événement qui a lieu en plein cœur de l'été dans le cadre d'un festival très populationnel. Donc, il y avait les gens le long du parcours. Puis là, ces gens-là, qui sont des usagers, qui sont des clients, là, appelez-les comme vous voulez, voyaient leur médecin, leur infirmière en santé, en oncologie courir, voyaient leur diététiste, fait qu'ils se sont dit, bien, je suis peut-être capable aussi. Ou quand ces professionnels-là de la santé se disaient, est-ce que vous fumez? Comment mangez-vous des fruits et des légumes? Bien là, il y avait une crédibilité hors pair, là. Donc, à l'année 2, on s'est dit, il faut ouvrir nos horizons. Puis c'est là qu'on a lancé le défi aux entreprises et organisations de la région. Donc, on s'est dit, lançons le défi. On a créé une trousse de mobilisation pour les entreprises. Donc, nous, ce qu'on offrait, c'était le support. On vous offre des plans d'entraînement, des conférences en nutrition si vous en avez besoin. On est allé chercher l'appui de kinésiologues puis de gens qui savent comment courir aussi. Puis à qui s'adresse le défi, là, c'est pas à nos marathoniens puis à des gens qui courent déjà, là. On veut aller chercher des gens sédentaires. Donc, avec l'organisation du 5 km, on est allé rencontrer ces gens-là à l'année 1, puis on leur a dit, nous, on veut vous amener des gens, mais on veut vous amener des gens qui marchent aussi. Donc, c'était un 5 km à la course, puis à l'année 1, ils ont accepté qu'il y ait des marcheurs. Puis depuis, il y en a de plus en plus. Puis des fois, les gens commencent le plan d'entraînement en marchant, puis ils finissent en courant. Mais nous, ce n'est pas important qu'ils courent ou qu'ils marchent, c'est pourvu qu'ils bougent. Puis dans toutes nos interventions, c'est ça qui est très important. Donc, quand on fait de la sensibilisation auprès des entreprises, à l'année 2, on s'est dit, ouais, ça va être de l'ouvrage, les entreprises vont aimer ça. Mais on se rend compte que c'est quelque chose qui fonctionne tout seul, avec une trousse dédiée aux entreprises en 5 étapes, là, comment mobiliser votre entreprise, l'étape 1, l'étape 2. Nous, on est là en support, on les fournit durant 12 semaines en chronique virtuelle, en recettes, à des événements locaux. Ça se fait tout seul. Puis là, on en est à notre année 5, là, puis on reçoit des commanditaires pour que les gens s'associent à nous. Parce que, comme vous avez vu, l'année 1, la première fois que les employés ont participé, on était à peu près 300 sur la ligne de départ. Et à l'été dernier, on était 2000. Puis 2000 participants à un 5 km, là, c'est beaucoup pour des courses au Québec. Puis là, ça ne rentre plus au centre-ville, tu sais. Fait qu'on on a quasiment une problématique. Puis ce qui est plus difficile avec ça, c'est de mesurer les impacts de ça. Parce qu'on a des gens qui viennent nous voir. J'ai arrêté de fumer à cause de ça. On peut rencontrer toutes sortes de gens qui nous disent « Ah, c'est à cause de vous que maintenant je cours. » Donc, c'est fantastique, mais c'est difficile à mesurer pour l'instant l'impact de tout ça. Mais à un niveau professionnel, dans le cadre de mes fonctions, c'est sûr que quand j'arrive à une table intersectorielle, à différents dossiers, c'est le CSSS qui nous font courir. On a une crédibilité. Puis quand on arrivait dans les entreprises pour présenter le projet, c'était mobilisant aussi parce qu'on était, bien, sans le dire, là, mais on était promoteurs de santé, puis on les invitait à produire de la santé dans leur entreprise en leur offrant un soutien. Puis on se rend compte que ce soutien-là, ils l'ont quasiment à l'interne aussi. Donc, c'est vraiment fantastique. Puis comme vous avez pu le voir sur les images, chaque entreprise a sa propre couleur. On les encourage à ça. Donc, quand l'entreprise privée arrive avec ses beaux chandails, Rio Tinto Ferré-Titane était 150 employés la première année, avec des chandails très, très beaux, colorés. Ça faisait un sentiment d'appartenance chez eux, puis à travers le centre-ville. Fait que c'est notre défi santé. Je ne sais pas si... Mesdames, on va allumer les lumières pour se voir. OK. Est-ce que vous avez des observations, des questions à adresser à nos conférencières? Oh. Oui, Martine. En fait, c'est juste une petite question technique. Dans votre présentation, vous n'avez pas eu le temps d'aborder la question de gestion par projet. Oui. Je suis juste curieuse de voir ce que vous vouliez rapporter par rapport à ça. Andala, veux-tu ouvrir le micro? Je ne pense pas qu'il soit ouvert, celui-là. Et toi? Alors, gestion par projet, c'est la structure. Je pense que c'est énormément important de se faire un mandat spécifique. Et comme Christine avait bien décrit au début, c'est d'avoir un comité de direction.
Mais en même temps, dans le comité de direction, où ce que là, on aborde plus les problématiques opérationnelles, des décisions, tout ça, on avait besoin aussi d'être certain qu'on était bien aligné au niveau scientifique. Donc, avec toutes nos équipes médicales, que cette vision-là soit bien adoptée puis qu'elle soit commune. Il ne peut pas qu'il y ait des... comment je pourrais vous dire ça? Des aspects là, qui ne soient pas bien compris ou bien entendus plutôt. Alors, c'est pour ça qu'on avait cette structure-là du comité directeur, comité scientifique et le comité de coordination où ce que notre coordonnateur est responsable du plan d'implantation. Alors, lui, il travaille beaucoup avec tous les cliniciens pour s'assurer au niveau de l'évaluation pré-implantation, d'implanter donc tous les protocoles qu'il fallait développer, passer dans les comités pour faire approuver les protocoles, tous les outils de documentation. Ça se faisait au comité de coordination. Fait que, tu sais, c'est tout de bien clarifier les rôles de chacun. Puis en même temps, le comité de coordination, bien ça, il y avait 2 volets. Il y a le volet C3S, puis il y a le volet CUSM, parce que les rôles sont un petit peu plus différents dans le cheminement clinique du patient. Alors, il fallait bien se séparer les tâches, dans le fond, puis assurer la communication à travers cette structure-là. Donc, s'assurer de se trouver un moyen de partager nos documents, partager l'information, communiquer, la gestion du budget. Alors, tu sais, c'est toute cette structure-là, puis c'est pour ça qu'on a appelé ça une gestion par projet, parce que aussi, c'est un projet pilote. Donc, c'est l'implantation d'un programme clinique, ce n'est pas un projet de recherche, mais il y a un aspect évaluatif très important pour pouvoir assurer la pérennité du projet. Je peux juste rajouter aussi, c'est gestion par projet parce que tu dois avoir des livrables. C'est quoi que tu vas livrer à la fin? Quels sont les coûts? Quels sont les responsables? Donc, tu prends la grille de gestion de projet et ça t'aide à t'enligner. Et ensuite, même quand on voulait utiliser le logiciel TELAS, il faut que tu ailles à ta direction des technologies de l'information. Chez nous, il fonctionne en gestion de projet. Donc, encore une fois, on avait déjà tout préparé pour déposer ça comme une gestion de projet, mais gestion de projet pour l'implantation d'un programme qui aura une pérennité. Puis, il y avait le comité d'éthique aussi par lequel il fallait passer. Merci. Madame? Moi, j'aimerais féliciter l'expérience de C3S Pierre de Sorel. Ma question concernant le support, là, je vois un exemple que vous avez amené, c'est-à-dire qu'il y a un environnement favorable aux saines habitudes de vie à l'externe, on va dire dans la communauté. J'aimerais savoir quel support vous fournissez aux entreprises pour pouvoir créer des environnements favorables à l'interne dans le travail. Ce qu'on offre comme support aux entreprises, c'est pas nécessairement de recréer chez eux ce que nous, on propose collectivement. Donc, quand on propose le défi aux entreprises, on leur suggère de se joindre à nous. Donc, on a créé des séances d'entraînement collectif en collaboration avec une piste d'entraînement et la commission scolaire. Donc, on dit à toutes nos entreprises et à tous nos employés, vous vous présentez de telle heure à telle heure et c'est gratuit. Des conférences aussi. On fait souvent venir un grand conférencier qui, cette année, va être M. Yves Boisvert. On les invite, on les rallie à ce que nous, on faisait à petite échelle pour nos employés. Donc, si ont besoin, ça c'est pour le défi santé, puis si ces gens-là, à l'interne, ont besoin de support parce qu'ils se rendent compte que wow, mes employés aiment ça, mes employés ont aimé le défi. J'aurais peut-être besoin d'aide pour développer une politique alimentaire à l'interne ou pour développer des environnements favorables dans mon entreprise. On leur offre notre support par la suite. Donc, pour l'instant, ça se présente comme ça. On avait aussi le 0530 en entreprise qui fonctionnait avant et on a invité nos entreprises à faire le défi avec nous. Ça fonctionne, mais je vous dirais, est-ce que nos entreprises nous appellent après le 9 juillet pour continuer? Pas nécessairement. Puis là, on en est à une étape de joindre d'autres événements, parce que ça a été mentionné tantôt avec l'équipe ici qui ont fait le défi de la marche. Qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année? Bien, en 2013, on s'est associé aussi à un autre événement santé dans la région, qui était la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel, qui ont aussi
créer un 5 km à la course et un 10 km à la course. Dans le fond, il y avait la course des grands lits à Sorel, là, courir dans les lits d'hôpitaux, dans les rues. Puis là, ben, c'était plus sécuritaire pantoute. Fait qu'ils ont dit, on va arrêter ça. Puis ils ont dit, le monde court à Sorel, donc on va les faire courir nous aussi. Cet événement-là a lieu en septembre. Donc, quand les gens se sont inscrits, nos entreprises se sont inscrits au défi santé, on leur a dit, vous vous inscrivez pour la giblotte et vous vous inscrivez aussi pour la course de la Fondation. On ne les obligeait pas. Mais on se disait, on veut vous faire courir tout le printemps, l'été, jusqu'à l'automne. Puis, la version 2014, on a ajouté un autre événement qui est un triathlon des neiges qui a lieu en janvier. Donc là, nos gens vont être actifs sur 1 an. Puis là, je vous dis triathlon des neiges, là, ça a l'air épouvantable comme défi, là, mais il y a un volet participatif et on peut se mettre en équipe de 3 pour faire 3. Donc, c'est vraiment tout à fait convivial. Donc là, on invite nos gens. On l'a fait juste avec nos employés du CSSS en janvier 2014. Mais on va inviter nos entreprises à faire le défi santé, mais sur 3 activités différentes sur 1 an. Puis après, on reste un peu, si vous voulez, sur appel là, pour les environnements en entreprise. On offre nos services, mais on attend que le téléphone sonne pour aller chez ces entreprises-là, là, parce qu'on a aussi les ressources en conséquence dans notre CSSS. On ne pourrait pas répondre à tous les besoins, mais c'est fascinant de voir comment les entreprises sont autonomes dans leur propre gestion interne. Ça s'appelle prêcher par l'exemple. J'ai vraiment l'impression que le fait de mobiliser vos propres travailleurs constitue un modèle attirant pour les entreprises, puis vraiment pas menaçant. Tout à fait. Merci beaucoup.